Est-ce qu'il y a des héros dans la salle? C'est merveilleux. Je vais pouvoir partir alors, puisque nous sommes déjà tous des héros. Mais vous pouvez rester les héros. Non, ceux qui ne sont pas des héros, ceux qui sont là quand même, ça ne vous fait pas, quand vous entendez « est-ce que vous êtes un héros ?» un peu peur? En train de se demander, mais si on me demande ça, c'est qu'on va me demander quelque chose de plus. On va me demander peut-être d'aller donner ma vie, d'aller me battre, d'aller peut-être être celui qui va sur le radeau nourrir les autres, parce qu'il faut bien se sacrifier. Donc, le héros, c'est celui qui sauve le monde. Alors s'il y a des héros, le monde est sauvé, mais s'il n'y en a pas, on fait comment? Et si maintenant, là, par cette porte, un terroriste entre et qu'il nous braque, qui va faire quoi? Qui va se jeter sur lui pour l'empêcher, le désarmer? Qui va se cacher? Qui va protéger sa femme, son fils? Qui? Et comment savoir, tant que ça n'est pas arrivé? On a tous envie d'être des héros, on se rêve en héros. Et quand arrive le moment, on se révèle. Moi, ça m'est arrivé une fois, à une petite échelle. C'était le 15 novembre 2015. 2 jours après les attentats contre le Bataclan et contre les cafés à Paris, j'étais avec beaucoup d'autres, place de la République, et j'étais allé me recueillir près d'un café, le Carillon. Et puis, on a été avec des amis s'asseoir à la terrasse d'un café, même pas peur. Et à ce moment, on a entendu des détonations, des bruits vraiment de balles. Tout le monde s'est précipité par terre. Moi, je suis tombé, on a renversé la table, je me suis coupé, j'ai essayé vaguement de protéger la personne à côté de moi. Le barman a baissé le rideau de fer. En 10 secondes, une scène de guerre. 10 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce que le héros, c'est celui qui, justement, est prêt à exposer sa vie, à braver la mort pour quelque chose qui le dépasse, quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'il juge plus important que son bien-être, son confort, peut-être même son existence. Alors, le héros, c'est peut-être celui qui peut surgir à n'importe quel moment. Alors bien sûr, il y a des héros professionnels, des héros, on pourrait dire, dont c'est le métier. Prenons ce même exemple, un train. Un train entre Amsterdam et Paris, un Thalys précisément. Un terroriste sort, braque une arme, est prêt à tirer. 4 personnes à main nue interfèrent, s'interposent. Elles l'arrêtent. Parmi ces 4 personnes, il y a 2 soldats, 2 Américains. 2, on pourrait dire, personnes entraînées à se battre, à avoir du courage, qui donc ont des réflexes. Ça ne rend pas leur geste moins héroïque, mais quand même, ils ont été préparés. Oui, d'accord, il y a ces héros professionnels, mais les 2 autres. Un étudiant de 23 ans, américain, un Anglais, senior, un consultant. Cet événement-là, cette crise, a révélé quelque chose d'essentiel. Alors, on peut toujours se demander qu'est-ce que moi j'aurais fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait si, pendant l'occupation allemande, on tape à votre porte, c'est la nuit, on entend les avions passer au-dessus, on entend des bombes, on tape à la porte, et il y a une petite gamine de 10 ans avec une étoile jaune qui dit « Cachez-moi, il y a les soldats qui sont en train de me chercher. » Qu'est-ce que j'aurais fait, moi? J'aurais ouvert, j'aurais dit « Je ne peux pas, j'ai moi aussi des enfants. » J'aurais dit « Allez là-bas, vous cachez. » Repensons à ce qui s'est passé le 9 janvier 2015. Prise d'otage dans un supermarché cachère, un hyper-cachère. Il y a eu 2 jours avant les attentats contre Charlie. Paris, la France, le monde est sous le choc. Et pendant cette prise d'otage, un employé malien, quelqu'un qui n'est pas a priori directement menacé, en tout cas, quelqu'un ouvre la porte et cache les otages. Il s'est révélé à ce moment-là quelque chose qu'on ne savait pas de lui, que peut-être lui-même ignorait, a surgi, quelque chose d'essentiel, quelque chose d'héroïque. Alors il a pu écrire 1 an plus tard un livre qui s'appelle « Je ne suis pas un héros, je n'ai rien fait de spécial », comme pour se dédouaner, comme quasiment pour s'excuser. Comme a pu le dire d'ailleurs ce pilote d'avion qui a réussi à poser son avion, dont les moteurs étaient morts, sur le fleuve de New York, sur l'Hudson. « I did my job », j'ai fait mon travail.
Oui, mais il y a la manière, un travail héroïque. Ces figures-là, ces êtres-là, qui n'ont pas pour vocation naturelle de sauver, de protéger, qui ne sont pas pompiers, qui ne sont pas secouristes, qui ne sont pas des soldats qui défendent, ces hommes ordinaires, à un moment donné extraordinaire, en crise, en situation de danger, en situation de catastrophe, ils ont été héroïques. C'est-à-dire que parmi ce qui fait un héros, bien sûr, il y a souvent des qualités. Il y a la force, depuis l'Odyssée, l'Iliade, Achille, avec sa force extraordinaire. Il y a la ruse, il y a même les super-pouvoirs de nos super-héros actuels. Il y a tout ça. Mais toutes ces qualités-là sont des qualités secondaires, au sens où ce sont des moyens. La reine des qualités, celle qui va activer toutes les autres, qui va leur donner sens, c'est le courage. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir faire un pas de plus, on va oser. Et à partir de là, on devient une légende. Quelqu'un qui, avec courage, agit et qui laisse son nom dans l'histoire, dans les mémoires, dont on n'oubliera pas ce qu'il a fait. J'ai eu la chance de croiser quelqu'un comme ça une fois dans ma vie. Quelqu'un qui m'a inspiré et qui sans doute a d'ailleurs changé pas mal de choses pour moi. C'était il y a une dizaine d'années. À la fin d'un de mes spectacles, une femme vient me voir et elle me dit, voilà, j'ai vu plusieurs de vos spectacles, j'ai aimé, merci, et j'aimerais que vous racontiez l'histoire de mon père. Qui est votre père? Il s'appelle Chaim Lipski, il est né en Pologne, dans une famille juive ouvrière de 7 enfants dans les années 20, très pauvre. Et il se trouve qu'il avait une passion pour la musique. Il voulait absolument devenir violoniste. Ses parents l'ont dit, mais tu es fou, tu ne peux pas, il faut bien manger. Et il s'est entêté, il s'est obstiné. Il allait se faufiler dans les concerts classiques, il a réussi à économiser des petits sous, à acheter un violon et à devenir violoniste. Magnifique. Arrive la guerre, 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, Chaim se retrouve enfermé dans le ghetto de Lodz, la moitié de sa famille meurt, frères et sœurs, lui survit grâce à son violon, parce qu'il joue et parce que ça le tient moralement et physiquement. Un peu plus tard, il est à l'orchestre d'Auschwitz, ce qui lui permet de ne pas être exécuté tout de suite, et là aussi, il tient. La durée de vie en camp de concentration, c'est, si vous n'êtes pas tout de suite expédié à la mort, quelques jours. Il tient longtemps. Il tient même jusqu'à la fin de la guerre. Et après, quand il a survécu, il arrête complètement la musique. Ce n'est plus possible. Ça a été sa passion, ça a été sa vocation, ça a été sa survie, c'est devenu une impossibilité. Alors, il devient électricien. Mais il transmet la musique à ses enfants et petits-enfants. Et aujourd'hui, presque tous sont des musiciens internationaux. Arié, chef d'orchestre aux États-Unis, Shifra, Philharmonique d'Israël, Naaman à Paris, musiciens internationaux. Quelque chose d'héroïque dans cette histoire, oui. Alors, je dis d'accord, je vais raconter cette histoire. C'est une histoire digne d'être partagée, une histoire qui inspire. Et là, je commence à faire ce qui est mon métier, ça veut dire écrire des histoires et puis les mettre en scène, les incarner pour que des gens les voient et soient eux aussi inspirés. Et là, tous les obstacles surgissent. Tout le monde m'explique que c'est strictement impossible de montrer sur scène des camps de concentration. Mais je ne veux pas montrer sur scène des camps de concentration. Je veux montrer comment quelqu'un a survécu, comment quelqu'un a pu transmettre une chose qu'il avait perdue. C'est autre chose. C'est une histoire sur la vie. Ce n'est pas sur la mort. Bien sûr qu'on traverse la mort, mais on la dépasse. Non. Tout le monde refuse. Des gens me plantent successivement, des producteurs. Très bien, puisque c'est comme ça, je vais écrire, mettre en scène et produire la pièce. J'emprunte de l'argent, tout le monde me dit que je suis complètement fou, et je continue. Et puis, un théâtre se désiste un mois avant la première, alors que j'avais déjà engagé l'équipe. Une comédienne, 3 semaines avant la première, et ainsi de suite. Scénario catastrophe, pendant longtemps. Et chaque fois qu'il y a une catastrophe, pire que les précédentes, qui est une menace, on me dit, mais arrête,
Tout le monde me dit, mais arrête, tu ne peux pas continuer comme ça, c'est de la folie, tu vas tout perdre. Mon frère même, avec qui je crée mes spectacles depuis 15 ans, la personne la plus proche de moi, Païkan, me dit, mais on va tout perdre, arrête, tu es fou. Je dis, non, je continue. Je continue parce que si Chaim a réussi à survivre à Auschwitz, je dois être capable, moi, de faire un spectacle qui raconte ça. C'est quand même pas pareil. C'est quand même pas exactement le même danger, le même enjeu, le même niveau. Et j'ai continué. Alors, pour aller vite, 10 ans plus tard, le spectacle a tourné maintenant pendant 6 ans. Il a été vu par des dizaines de milliers de personnes. Il a reçu une couverture de la presse qui a été jusqu'au journal télévisé de TF1, avec tous les quotidiens. On a joué à Paris dans des salles de 1000 places, salle Gaveau, on a joué à la Criée à Marseille, et on a joué à Londres. Alors oui, ça a été un succès, ce qui m'a amusé pour tous ceux qui m'expliquaient que c'était impossible, mais la raison pour laquelle ça a été un succès, ce n'est pas seulement la qualité du spectacle, c'est l'histoire. Et c'est surtout cette figure. C'est le fait qu'il y avait là quelque chose d'extraordinaire qui était raconté, qui était transmis. Le fait que cet homme avait réussi à traverser l'horreur et à se dépasser et à donner et à transmettre. Il y avait des valeurs là, essentielles, de volonté, de courage, parties littéralement de rien. Et cet homme aujourd'hui d'ailleurs, à 95 ans, il est vivant, et parfois quand il était là, je le faisais monter sur scène. À la fin du spectacle. C'était le cadeau pour le public qui n'était pas au courant de sa présence. Et ce que faisait Chaim quand il était sur scène, c'était ça. Comme si à lui tout seul, il avait réussi à dépasser et à donner. Alors j'ai considéré que moi aussi, il fallait que je donne et que je fasse passer cette histoire-là. Parce que lui, à mon échelle, simple, m'avait inspiré. Alors vous allez me dire, oui, mais très bien, encore quelqu'un d'extraordinaire qui avait des réserves de courage, de volonté, d'aptitude, qui avait une passion, qui avait un talent. C'est facile quand on a, entre guillemets, tout ça, même dans des contextes catastrophiques. Et puis, c'est carrément écrasant d'avoir des figures qui nous rappellent combien nous ne sommes que dans nos médiocrités, que dans nos facilités, dans nos conforts. On n'arrive pas à être aussi fort que ça, à être aussi courageux. Et puis d'ailleurs, les héros sont quand même des figures même un peu dérangeantes. Il y a comme ça une pièce de Brecht, La vie de Galilée. Et Bertolt Brecht raconte comment Galilée, qui est un héros scientifique absolu, qui a réussi à prouver quelque chose de révolutionnaire, non, la Terre n'est pas le centre de l'univers, le Soleil est au contraire ce autour de quoi elle tourne, eh bien Galilée est un héros qui tient contre l'Inquisition, qui tient contre tout, jusqu'à un certain point. Et à un moment donné dans la pièce, tous ceux que Galilée a inspirés, tous ses disciples, attendent en espérant que Galilée va résister, qu'il ne va pas renoncer, qu'il ne va pas se rétracter. Là où Brecht est génial, c'est qu'il montre les disciples en train d'attendre. Et pendant un moment, la cloche qui doit annoncer l'abjuration ne sonne pas. Au bout de 5 minutes, la cloche sonne. On entend Galilée dire « J'abjure mes théories, je renonce ». Galilée n'est plus un héros, c'est un lâche, c'est un traître. Il s'est effondré. Il n'a pas tenu bon, il n'a pas fait triompher la vérité. Il entre et son disciple principal lui dit « Ça lâche ! Malheur au pays qui n'a pas de héros. » Parce que les héros sauvent le monde, n'est-ce pas? Parce qu'il faut des héros pour nous inspirer. Et Galilée répond « Non. Malheur au pays qui a besoin de héros. » Parce que si on a besoin de héros, c'est qu'on a besoin de quelque chose d'extérieur pour être capable de se dépasser. Alors, cette question-là, d'être inspiré, elle porte sur quoi finalement? Pourquoi est-ce que les héros peuvent nous inspirer? À quoi est-ce qu'ils nous renvoient? Ils nous renvoient à une forme de grandeur. Ils nous renvoient à une valeur. Les héros sont les révélateurs de la valeur. Dans un monde où on peut se dire que rien ne vaut rien, que rien n'a de sens, pourquoi? Eh bien, le héros pose la question « Pourquoi ?» Que vaut la vie? Qu'est-ce qui vaut qu'on se batte, qu'on se lève, qu'on parle? Qu'est-ce qui vaut qu'on s'engage, peut-être même qu'on meure? Est-ce qu'on peut mourir pour la liberté? Est-ce qu'on doit mourir pour la liberté? Certains sont morts pour la liberté.
Certains se sont battus. Il y a 2 ans, en 2015 aussi, j'ai mis en scène Lorenzaccio, qui est une pièce qui raconte qu'un homme veut tuer un tyran parce qu'il veut libérer les hommes. Et la pièce pose cette question, est-ce qu'on doit mourir pour la liberté? Jusqu'où est-ce qu'on doit aller pour ça? Il se trouve que la première de ce spectacle a eu lieu le 11 janvier 2015, 4 jours après les attentats contre Charlie. Je peux vous dire que dans la salle, avec le silence, tout le monde entendait parfaitement cette question. Est-ce qu'on peut mourir pour la liberté? Jusqu'où on doit aller? Et quelques jours plus tard, alors qu'on jouait, un des comédiens avait sa mère qui était en train de mourir. Elle était en cancer, en phase terminale. Il sort de scène, il apprend que sa mère est morte. Le lendemain, il va à Bruxelles, où elle était, il voit le corps de sa mère. On ne savait pas ce qu'il allait faire. C'était un des comédiens principaux, il ne revenait pas, on ne pouvait pas jouer. C'est fini. Il revient, il joue. Croyez-moi, si vous voulez, il était encore meilleur que les autres fois. Je lui ai dit, Olivier, ce que tu as fait là, c'est héroïque. Il m'a dit, mais non, ce n'est pas héroïque, c'est nous qui disons quelque chose d'essentiel. Il faut que je sois là. Parce qu'il avait conscience que ce n'était pas un spectacle, que ce n'était pas un rôle, qu'on était en train de parler pile à ce moment-là, au moment des attentats et de la terreur, de est-ce qu'on doit mourir pour la liberté, que c'était ça la question qu'on posait. Eh bien, c'est parce qu'il y a ces figures de valeur que je fais de la mise en scène. C'est une des raisons que j'écris, que je mets en scène. C'est pour essayer de partager ces figures qui peuvent nous inspirer. C'est pour aussi poser des questions. Parfois, les héros ont des failles, des faiblesses. Parfois, ce sont même des fascinations complexes. Par exemple, jusqu'au Joker, jusqu'à Richard III, jusqu'au personnage de House of Cards, tous ces espèces de personnages diaboliques. Parce que ces figures-là aussi peuvent nous fasciner. Mais les pointer, comprendre ce qui nous fascine chez elles, c'est aussi une manière de faire la différence avec ceux qui peuvent se prétendre des héros, qui, parce qu'ils viennent tirer sur des femmes et des enfants à des terrasses de café, vont dire « je suis un héros, je soutiens une cause ». Mais au nom de quelle valeur? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Alors, je vous invite à écouter en vous, puisqu'il s'agit de voix et de vox, ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui pour vous est essentiel? Qu'est-ce qui pour vous résonne si vous faites silence, si on n'entend plus les bruits du monde, si on n'entend plus le nihilisme, si on n'entend plus le sentiment que tout se vaut? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui serait une personne, une valeur, une idée qui va faire que vous disiez « ça vaut la peine. Ça a du sens. Ça mérite que je m'engage et ma vie est portée par ça. » Eh bien, si vous entendez cette voix-là, alors vous avez trouvé le point d'appui, le levier d'un héroïsme. Et au moment de l'enjeu, au moment de la crise, quelque chose, peut-être, va s'activer. Alors, est-ce qu'il y a des héros dans la salle? Oui, je crois. Pas seulement les héros officiels, pas seulement les héros autoproclamés, pas seulement les vrais héros, mais chacun de nous a quelque chose, chacun de vous peut activer cela à partir d'une valeur. Pendant les 2 ans que j'ai passé à demander à Chaim ce qui s'était passé à Auschwitz, pendant les entretiens, la seule chose que Chaim médite, la seule, c'est « j'en suis parti ». C'est la seule chose. Et l'autre chose qu'il fait, c'est quand il voit un des spectacles, il dit « toute cette joie vient de moi ». Il a réussi à transmettre ça, à faire passer ça. Eh bien, je vous invite à vous demander qu'est-ce qui, en vous, peut être transmis pour inspirer, qu'est-ce qui finalement peut résonner et faire résonner les héros à venir. Je vous remercie.